Bonjour et bienvenue dans la semaine du moucheur. Cette semaine, pas de lancer autrichien car vous le savez, c'est une semaine sur deux. Alors, retrouvons directement Eric au bord de l'eau pour la rubrique L'environnement du pêcheur. Aujourd'hui, dans l'environnement du pêcheur, je voudrais vous parler le rôle qui jouent les tributaires, donc des ruisseaux, des marais, des bras morts, des flaques d'eau qui sont parallèles à des cours d'eau que vous préférez de pêcher. En effet, quand vous vous déplacez pour aller traquer la truite bien aimée, vous êtes toujours concentré sur la rivière principale pour prendre votre poisson. Mais il faut savoir que si vous voulez prendre du poisson dans votre rivière, il est indispensable qu'il existe des tributaires. Il est donc vraiment nécessaire d'entretenir notre patrimoine écologique autour de la rivière le plus naturel possible. Il faut savoir que dans les années 70, grâce à des crues, grâce à des exigences d'agriculture, aussi les exigences de viabilisation des terrains, on a de plus en plus régulé nos rivières. Premièrement, on a bétonné et empiré les berges. On a mis des bus partout pour canaliser des petits ruisseaux qui viennent et des flaques d'eau. Et on a fait aussi des barrages qui devaient anéantir la vague de la crue importante. Tout ça a eu tout simplement des choses catastrophiques pour notre cheptel piscicole et je pense que la plupart en France peuvent s'en rendre compte. Pourquoi sont-ils importants, ces tributaires? Ils ont beaucoup de rôles. On a déjà parlé récemment le rôle de la fourniture de plancton. On a compris que le plancton n'est pas autochtone dans une rivière, donc il est produit dans ces tributaires, à eau calme. Donc il est important pour produire la nourriture pour des tout petits alevins qui vont devenir des grosses truites que vous allez prendre. Ensuite, il faut savoir qu'en cas de crue, toutes ces tributaires représentent un potentiel énorme de repos pour les poissons qui sont stressés par la montée des eaux. Donc, s'ils sont accessibles de la rivière, les poissons peuvent se déplacer et aller chercher ces endroits de repos. Si on les bétonne, s'il y a des buses en béton, ils ne peuvent pas y aller. Donc, les poissons vont être stressés et partir. D'autre part, ils ont un rôle important à jouer côté richesse de la faune et de la flore. Il faut savoir que c'est par des différents biotopes, des différentes biocénoses que la rivière est riche. C'est-à-dire que vous avez des tributaires qui sont permanents ou non permanents. Vous avez là-dedans des plantes, aussi bien des algues que des macrophytes, qui vivent pas dans la rivière principale, mais qui sont extrêmement importants pour donner un endroit, un habitat pour des larves et pour la nourriture de truites et pour la richesse du système écologique importante. Il faut savoir qu'un système écologique n'est que stable s'il représente une très grosse quantité de différents individus et de différentes espèces. Si vous avez une rivière, c'est comme en économie, vous avez une entreprise, vous avez un fournisseur et un client, si vous en perdez un de deux, votre entreprise est morte. En écologie, c'est le même, exactement le même système. Et c'est grâce à des tributaires que vous avez beaucoup de différents insectes, pas seulement les éphémères, les trichoptères, mais aussi des diptères. Vous avez des grenouilles, vous avez des lézards, vous avez des serpents, vous avez tout un système qui marche parfaitement et qui donne une sécurité à votre rivière de ne pas devenir une monoculture géante qui n'est pas productive à long terme. Donc, je reviens que c'est important aussi pour la hivernation de vos poissons. Vous avez par exemple dans une rivière pas seulement des truites, mais vous avez aussi des gardons, parfois dans des bas cours des rivières, où vous avez des vairons. Ces poissons, quand les eaux deviennent très froides, se refugient dans les endroits, dans des fosses calmes. Là aussi, une fois de plus, selon les espèces, pour frayer, pour hiverner ou pour se nourrir, ils ont besoin d'un accès libre en dehors de la rivière. Gardons nos écosystèmes comme ils sont et nous aurons des poissons partout, des beaux poissons à prendre pour vous. Et pour prendre ces beaux poissons, il faut des hameçons bien solides. Nous allons en parler tout de suite dans la rubrique technique et matériel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler pour la première fois, parce que ça va encore faire plusieurs fois que je vous en parlais, des hameçons. En effet, l'hameçon est quand même la base de la pêche. Si on ne pense pas au filet ou aux fouines ou
ou un tas de choses qui sont prohibées. Pour nous, pêcheurs à la mouche particulièrement, l'hameçon fait tout, parce que sans hameçon, on ne prend rien. Il faut savoir que l'hameçon a une histoire très très vieille, très très ancienne. On a des hameçons déjà dès la préhistoire. Il faut savoir qu'on a trouvé des hameçons dès 7000 avant Christ et on suppose d'en avoir même eu beaucoup plus tôt. Tout simplement, on ne les a pas trouvés parce qu'ils ont été au début, bien entendu, pas en métal parce que c'est intervenu beaucoup plus tard, mais en bois de renne, en bois tout simple, en ivoire ou en os. Donc déjà, nos ancêtres qui ont sillonné la France et toute l'Europe ont pêché avec des hameçons très très simples. Évidemment, c'était des hameçons gros, très gros, qui ne permettaient pas de pêcher les petits poissons. Ils prenaient surtout des gros poissons comme des brochets, des saumons ou quelques grosses truites. Alors, à l'époque aussi, évidemment, l'hameçon très simple a été attaché, pas par un œillet comme vous le faites aujourd'hui en faisant votre nœud, mais tout simplement par une ligature. Donc, il faut attendre à peu près 2000 ans pour l'Europe, 3000 ans pour le Proche-Orient, ou dans l'âge de bronze, on a fabriqué des premiers hameçons en métal et on a inventé l'œillet. Donc, vous voyez, c'est quand même, ça fait d'aujourd'hui quasiment 5000 ans pour le Proche-Orient et 4000 pour nous en Europe, qu'on a déjà eu des pêcheurs qui faisaient un nœud dans l'œillet de leur hameçon. Moi, je trouve que c'est génial. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, tout s'est arrivé chez nous en Europe par les Anglais, comme beaucoup de traditions dans la pêche. On a trouvé les premières lettres, les premières écritures en Angleterre au XVIe siècle par la dame Juliana Berner, qui explique déjà la fabrication d'hameçons. Et ensuite, surtout, sur Isaac Walton, à peine plus tard, qui nous parle déjà des usines en Angleterre. C'est aussi les usines d'Angleterre qui ont été les premiers à fabriquer des hameçons en chaîne, quasi industriellement. Et on a encore aujourd'hui des noms qui viennent de ces lieux où on a fabriqué des hameçons particulièrement bien et qui sont aujourd'hui encore répandus dans tous les marchés. Alors on a Limerick, on a Aberdeen, Carlisle, Redditch. Redditch, tout le monde lève la tête et dit voilà Redditch, ben, évidemment, il y a des firmes des plus connues, des plus célèbres qui viennent de cet endroit-là. Et donc nous avons ensuite, en 1876, la première usine qui, en Norvège, donc Mustad & Son, s'est mis à concurrencer les Anglais. Donc ça, c'est le début de l'hameçon. Maintenant, pour quand même voir quelque chose de technique, on parle toujours de la taille de l'hameçon. Donc on sait qu'un hameçon 1, il est très gros, et un hameçon 20 est tout petit. Et ensuite, on sait que la longueur de la rampe de l'hameçon est importante pour comprendre comment ça marche. Mettons-nous au tableau et on verra la première fois comment on explique un hameçon. Je vous ai dessiné ici un hameçon un peu saucissé. Vous allez comprendre de suite pourquoi. La chose qui donne la taille de l'hameçon, disons qu'ici c'est un 15, n'importe quoi, c'est l'ouverture entre la pointe et la rampe. Cette ouverture-là, ça donne toujours un 15. Si l'hameçon se terminerait ici, ça sera un 5 fois court. Si le même hameçon, de taille 15 bien entendu, si le même hameçon se terminera ici, ça sera un 4 fois long, mais ça sera toujours un 15. Parce que j'ai bien souvent vu que des gens qui achètent des mouches ou qui commandent des mouches disent « je veux un 16 », mais ils sont surpris quand ils ont un hameçon qui est long, qui est beaucoup plus grand pour eux. Donc, dans la prochaine fois, on ira plus loin à voir comment la nomenclature de l'hameçon fonctionne. Et en parlant d'hameçon, il est temps d'en prendre un pour monter la mouche de la semaine. La mouche de cette semaine est une mouche très célèbre. C'est la Buck Caddis. Cette mouche d'origine américaine, comme le mot le dit, Buck, c'est le chevreuil mâle. Alors je ne sais pas si c'est un whitetail ou une autre espèce. Toujours est-il, c'est un chevreuil mâle, donc c'est sa pelure, donc en fait, c'est ces poils qu'on utilise pour faire cette mouche. Cette mouche, donc, elle vient des États-Unis. Elle a été créée par, je pense que c'est M. Whitlock dans les années 70. Et elle a mis quand même pas mal de temps pour traverser l'Atlantique, plus de temps que les petits anguilles,
parce que c'est que dans les années 80-90 qu'en France, on a vraiment vu des mouches monter de telle manière. Alors le montage est très simple. Mettons-nous au tableau pour voir comment on la réalise. Cette mouche, vous allez voir, se fait tout simplement. On utilise ici un hameçon normal, donc ni trop court ni trop long, tout à fait standard, avec ou sans ardillon, selon qu'on veut faire des catch and release ou non. Ensuite, on va créer un sous-corps en dubbing orange, autoflottant de préférence, donc en polypropylène. On va faire un palmier pour donner la flottaison à la mouche. Voilà, ça va la faire flotter. Et ensuite, on va créer un aile avec, comme j'ai dit, des poils de chevreuil qui vont en fait réaliser le cadice, donc en fait le sedge. Donc on voit bien que c'est la silhouette, elle est assez impressionniste, mais la truite ne la voit pas en bas et ça la donne vraiment un aspect très naturel, tout en étant une mouche extrêmement flottante, donc on peut la pêcher dans les eaux courantes et même dans les wild water en haute montagne. Voyons qu'est-ce qu'il nous faut comme matériaux et matériel pour la réaliser. Il nous faut, comme d'habitude, bien entendu, un étau pour serrer l'hameçon, pour travailler bien. Ensuite, il faut une porte-bobine pour tenir le fil de montage, une paire de ciseaux pour les gros travaux, une autre paire pour les travaux très fins. Ensuite, il faut quand même, si on casse le fil, un passe-fil ou un fileur pour passer le fil dans le tube du porte-bobine, une pince à hacle, bien entendu, pour enrouler le hacle en forme de palmière pour cette mouche, une aiguille de dubbing pour finir la tête avec le vernis qui s'ajoute. Et voilà, voyons maintenant qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel pour réaliser cette mouche. Premièrement, des hameçons. Donc, je vous ai dit, les hameçons fin de fer de taille 14, 12 même, ou 16, si vraiment les eaux sont très basses. Ensuite, il nous faut pour le corps, le dubbing. Donc ici, c'est le dubbing polypropylène extra fin, de couleur orange. Vous pouvez aussi faire des corps verts qui imiteront des larves sans fourreau, donc des Rhiacophylla et des hydropsiches. Ensuite, il nous faut le hacle. Donc pour ça, nous utilisons des plumes, ici des coques grizzly, badger, sandy dun ou grizzly teinté, d'un élevage de coques. Donc nous avons ici des hacles de top qualité. Maintenant, pour finir l'aile, nous utilisons des poils de chevreuil, donc du buck. Donc on peut le faire en naturel ici, ou vous avez aussi sur le marché tout type de teinte, ici du roux, mais vous avez aussi du brun, des olives ou du jaune. À vous à choisir. Mettons-nous maintenant à l'étau pour la réaliser. On a fixé l'hameçon à l'étau. On enroule, comme toujours, le fil de montage qui va réaliser toute la mouche. Et on commence par fixer une plume en forme de palmaire. Alors, ici, je prends des grizzly. J'adore le grizzly. C'est des plumes que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais cette couleur me plaît. Alors, on va la préparer. On tient la plume et on redresse doucement toutes les fibres de la pointe vers l'arrière. En effet, on remarque que la plume, elle est plus étroite ici qu'au fond, bien entendu. Donc, si nous la fixons avec la pointe, la mouche va être conique vers devant de plus en plus grande. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on fixe la plume. Une fois fixée, on coupe l'excédent vers devant. Voilà, la plume est bien en place. Et maintenant, on prend le dubbing et on met du dubbing sur le fil. Vous pouvez mettre la poix si vous voulez, mais bon, je n'en ai pas besoin, ça marche toute seule. On essaie de faire un fil doux, simple, et on forme un sous-corps un peu aéré, de couleur orange, jusqu'au devant, à 3/4. On laisse quand même à la place, ici, là, pour le buck. Ensuite, on fixe la pince à hacle et on enroule en forme de palmaire, aéré, la plume vers devant.
On voit bien que ces plumes de grizzly d'élevage sont superbes, brillent bien et sont rigides. Ils donnent donc une très bonne flottabilité à la mouche. On est arrivé devant en fixe, 3 fois ou 4 fois, et on coupe l'excédent. Immédiatement, on voit qu'il y a quelques fibres qui vont vers devant, on les rabat en arrière et on nettoie comme ça l'œillet pour plus tard. Voilà. Il reste maintenant à fixer l'aile avec du poil de chevreuil. Donc moi je prends du naturel, on coupe une petite touffe. Alors là on mesure la longueur d'hameçon, on voit à peu près que c'est ça, on change la main, on taille le devant pour le faire propre, on le pose dessus et là c'est un secret que je vous donne, on tourne une fois, on ne serre pas beaucoup, une deuxième fois on ne serre pas beaucoup et c'est qu'à la troisième fois on tire et ça évite que le poil tourne autour. Et hop, voyez-vous, c'est quand même très simple si on sait le coup. Parce que si vous serrez votre poil au premier coup, vous allez avoir que la mouche elle tourne autour, l'aile tourne autour et c'est pas terrible du tout. Donc là, on a bien fait et la mouche est quasiment terminée. Maintenant, on réalise la tête avec 3 demi-clés. Nous terminons ce modèle. Maintenant, on coupe l'excédent, on met le vernis pour solidifier la mouche. On peut aussi utiliser, comme beaucoup de pêcheurs, la super glue. Il faut quand même penser de ne pas boucher l'œillet pour après pouvoir à la pêche de s'en servir immédiatement. L'avantage de cette mouche, bien entendu, vient de sa flottabilité. Effectivement, c'est une mouche qui imite parfaitement bien un sedge qui se déplace sur l'eau, soit poussé par le vent, soit en courant. Mais grâce au palmer, donc à la plume qui est rigide et qui donne du volume à la mouche, grâce aussi au corps qui est des polypropylènes, donc autoflottant, et surtout grâce à son aile en poil de cervidé, donc ça peut être le chevreuil, le cerf ou le bouc ou même une antilope, cette mouche est quasiment insubmersible. Vous n'avez pas besoin de la graisser, vous pouvez même la mettre sous l'eau et elle va remonter toute seule. C'est une mouche vraiment formidable. Si j'aurais qu'une à pêcher toute ma vie, ce sera ce modèle-là, qu'est-ce qui concerne des mouches sèches. Moi je pense que vous devrez l'adopter et comme je vous ai dit tout à l'heure, le fabriquer en taille 12, 14, 16 et même en 18 quand c'est vraiment nécessaire. Alors vous aussi, vous avez envie d'aller prendre l'air, je le vois bien, donc prenons le matériel et allons en Normandie. Aujourd'hui, nous sommes ici en Normandie. Nous allons pêcher un chalk stream, donc une rivière calcaire de plaine. C'est-à-dire que nous avons très peu de pente. La rivière avance en méandre assez monotonement dans un lit qui n'est pas comme dans les Pyrénées ou dans le Massif central peuplé des cailloux et des galets, mais de vases et de terre. Et nous avons une végétation riche au bord partout. On ne pêche donc pas en wading dans l'eau, mais au bord comme je suis ici. Bon, il faut dire que quand même aujourd'hui on a une petite crue, mais il paraît que dans cette rivière magnifique, il y a beaucoup de belles truites. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre comme mouche? On va commencer déjà de réfléchir. On n'a certainement pas des mouches que nous trouvons en montagne. Donc on a surtout des insectes qui sont, et des crustacés, dans les rivières de plaine. Alors ici on a des porte-bois, beaucoup de porte-bois, et on a des libellules, beaucoup de libellules, parce que l'herbe au bord se prête, et on a aussi évidemment beaucoup de gamarres. Alors je vais commencer par une mouche d'ensemble bien lestée pour tester, et à fur et à mesure, si j'y arrive pas, mais on va aller au bout, et quand même j'espère on va en prendre une ensemble. J'essaie de pêcher ici en aval pour le moment. Je préfère, mais on pourra naturellement aussi pêcher en amont. Alors, on va déjà voir qu'est-ce que ça donne. J'ai mis une mouche un peu sombre, bien lestée, et voyons qu'est-ce que ça donne.
On voit absolument pas d'activité en surface, certainement à cause de la crue. Je vois pas non plus exactement quelle profondeur il y a. Est-ce qu'il y a 1 mètre ou 2? Je pense que c'est une rivière plutôt à une profondeur de 1 mètre, 75 cm, 1 mètre. Donc mon lestage doit suffire. Manqué, c'est pas vrai. Ils connaissent la musique, c'est tout. Là, t'as vu la touche? Ils mordent, oui. Oui, ils tapent dedans, oui. Là, je l'ai. Quand même. Ils m'ont quand même posé quelques problèmes. Voilà, avec une imitation de porte-bois, on a réussi à décrocher le premier poisson. Une belle arc, pas très grosse, mais jolie. Ma première truite d'une rivière normande. Voilà, lâché. Allez, elle est jolie quand même. Hein. Allez. Et voilà. Enfin, les poules en dessous des barrages et les rentrées d'eau sont toujours bons. La preuve est encore faite. Je crois que c'était une fario cette fois-là qui a pris. Belle combativité. Je vais récupérer mon épuisette. Et ben voilà, les rivières de Normandie, même en crue, au moins très hautes, sont quand même pêchables. Magnifique fario normande, très beau poisson, nageoire parfait, couleur parfait, bien pris. Et voilà, une belle truite de plus à mon palmarès. Et on la remet à l'eau. Et voilà, à la prochaine, avec une autre technique et d'autres poissons pris.
Eh bien, il est déjà temps de se quitter. Laissons Eric prendre d'autres truites. Et en attendant, vous pouvez toujours consulter le site internet de la chaîne ou nous appeler sur le répondeur de l'émission. À la semaine prochaine.